Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la troisième étape de ce Tour de France. Troisième journée intégralement en Italie, la dernière du côté de ce Tour de France, car demain on partira d'Italie. Et oui, on partira de Pinerolo pour rejoindre Valloire avec une étape, une belle étape de montagne, mais qui pourrait ne pas faire de grands écarts du côté du classement général. J'espère que vous avez aimé cette étape, mais surtout n'hésitez pas à vous abonner, à réagir dans les commentaires, mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Short TikTok juste après l'arrivée des étapes ou dans le quart d'heure qui suit l'arrivée des étapes. Quand il y a des étapes de sprint, j'aime bien voir un ralenti, sauf qu'aujourd'hui, en fait, il n'y avait pas d'un ralenti. Merci à ESSO, on y reviendra. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Je remercie également les gens qui, pour me soutenir, cliquent rapidement sur les notifications, sur les miniatures des vidéos. Ça me soutient énormément. Et puis pour faciliter le fait de cliquer rapidement sur les miniatures, eh bien, vous pouvez rajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. On commence tout de suite avec cette étape. Étape qui fut passionnante. Et un sprint hyper bien filmé aussi. Hein, le petit point Anthony Forestier. Moi, je trouve que le domaine où il est le plus en difficulté, Anthony Forestier, ce sont les sprints. C'est là où tu vois que c'est pas un mec qui aime le cyclisme. Jean-Maurice, par exemple, si je dois comparer à Jean-Maurice Sogg, Jean-Maurice Sogg, il savait qu'il y avait des moments où il pouvait faire des plans stylisés, et il savait qu'il y avait des moments où il fallait faire juste des plans qui permettent de comprendre la course. Le gros problème d'Anthony Forestier, c'est que très souvent, on ne comprend pas ce qui se passe dans la course. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à retranscrire ce qui se passe sous ses yeux, quasiment. C'était déjà le cas hier, parce que hier, quand il ne nous montre pas en petite image ce qui se passe, moi, je trouve que c'est un problème. Quand il ne montre pas, par exemple, la situation du deuxième peloton, on ne sait absolument pas ce qui se passe avec Van Aert, Vingegaard, avec Pogačar dans les deux tours de la montée de San Luca. À l'inverse, parfois, on ne voyait pas ce qui se passait pour Kevin Vauquelin. Enfin, voilà, on est en 2024, l'utilisation de l'écran splitté, c'est encore compliqué. J'ai vu un message de Jocelyn Rioux, qui travaille désormais pour ASO. Jocelyn Rioux, avant c'était un journaliste qui était chez Eurosport, désormais il travaille chez ASO. C'est lui qui, on va dire, un petit peu l'assistant, l'assistant car régie, c'est-à-dire que c'est lui qui dit ah bah tiens, ce qui se passe sur telle ou telle caméra, et qui conseille le réalisateur pour lui dire tiens, faut que tu filmes ça, faut que tu filmes ça en course. Rôle qu'a à un moment eu Ronan Pinsec, par exemple. À une époque, c'était Ronan Pinsec qui avait ce rôle-là. Maintenant, c'est Jocelyn Rioux. Et l'écran splitté qui prend tout l'écran, ce qui est fait actuellement, c'est pour jamais. Hein, parce qu'ils sont contre, chez ASO. Voilà. Enfin, les mecs qui gèrent la vidéo chez ASO sont contre. Ce qui est magique, on est en 2024. Parce qu'ils considèrent que, par exemple, pour le signal international, ça empêche les chaînes de pouvoir mettre, par exemple, une interview d'un coureur. Alors, je pense que c'est une demande d'Eurosport, parce que je pense qu'ils ne regardent que ce que fait Eurosport. Pas comme si Jocelyn Rioux est un ancien d'Eurosport. Ce qui, je trouve, est déplorable. Parce que, encore une fois, la réalisation, pour moi, elle ne doit pas s'occuper, en fait, de ce que font les chaînes de télévision. Les chaînes de télévision doivent se débrouiller avec ce que donne la réalisation internationale. Elles doivent se débrouiller. Si elles veulent rajouter un insert vidéo, elles se démerdent pour le rajouter. Si elles veulent rajouter... par exemple, c'est pas ASO qui se débrouille pour mettre des zones de pub dans ces diffusions de programmes. Non, c'est bien les chaînes qui se débrouillent pour mettre la pub à tel ou tel moment. Et les coureurs, ils n'arrêtent pas de rouler quand c'est la pub. Bon, bah, les diffuseurs, ils peuvent se démerder pour pouvoir rajouter l'interview de coureurs. Pour moi, la réalisation, elle est importante. Elle doit permettre aux téléspectateurs de comprendre ce qui se passe à l'écran. C'est ça la priorité de la réalisation.
Et je suis désolé, mais avec Anthony Forestier, on ne comprend pas ce qui se passe à l'écran. Il y a plein de choses qu'on ne voit pas. C'est ce que je déplorais du côté de la réalisation de la Formule 1 pendant des années, où il y avait plein de bagarres qu'on ne voyait pas, ce qui a été énormément réglé, on va dire, sur les 2 dernières années, du côté de la Formule 1, c'est de pouvoir, par exemple, des bagarres de milieu de peloton qu'avant on ne voyait pas du côté de la réalisation. On ratait la moitié des choses. Eh bien, sur le Tour de France, on rate énormément de choses. Désolé, mais vu le nombre de caméras qu'ils ont du côté d'ASO, normalement, ils devraient se débrouiller pour s'en sortir. Et le fait qu'on rate des trucs, c'est pas normal. Et là, le sprint, enfin, je me le suis tapé encore 2 fois. Il y a la moitié des choses que tu ne peux pas comprendre parce qu'il n'y a pas de caméra hélicoptère pour le sprint. C'est quand même fou, en 2024, de filmer un sprint sans caméra hélicoptère, alors que là, il y avait quand même très peu d'arbres. Hein. C'est-à-dire que la route était large, donc normalement, c'est caméra hélicoptère. Et dans ce cas-là, bah tiens, ton insert, ça peut être la caméra hélicoptère que tu peux mettre en haut de l'écran, par exemple sur la droite, et puis sur le reste de l'écran, tu laisses le sprint avec tes caméras classiques. Mais pour moi, un sprint en 2024 où tu n'as pas une caméra hélicoptère sur le sprint diffusé à la télévision, mais même sur le replay quelques secondes après, qui a mis beaucoup de temps à arriver, hein, la rediffusion du sprint, et qui en plus ne te montre que les 15 dernières secondes, ce qui fait qu'on comprend pas grand chose de ce qui se passe, et surtout pas de caméra hélico, on ne diffuse même pas le dernier kilomètre, contrairement au Giro. Enfin, c'est extraordinaire. Voilà, et les mecs sont contents en plus, c'est ça qui est fou. Les mecs sont contents de ce qu'ils font. La réalisation est catastrophique, les mecs sont contents. Ça va toujours me sidérer. Hein. Mais bon, quand tu vois la montagne, enfin ce que met Jocelyn Rioux en réponse à un commentaire, tu te dis oui, bah, les mecs ils comprennent pas grand chose. Hein. Pour moi, ils comprennent pas grand chose. Bon, le résumé de l'étape après ce point Anthony Forestier, très court. Hein. Il n'y a pas eu grand chose. Il y a eu une attaque de la Uno X, voilà, qui a duré 5 minutes. Est-ce que c'est un manque de respect envers la course? C'est sûr que normalement quand tu attaques, on attend que tu ailles au bout, mais bon, je pense que la Uno X a suffisamment respecté la course avec Abrahamson sur les 2 premiers jours pour pouvoir faire ça. Puis bon, c'est pas comme si ASO respectait les baroudeurs énormément. Est-ce qu'il y a un classement des baroudeurs? À part le classement de la combativité, ASO, Uno X, ils savent qu'ils ont très peu de chances de le récupérer, le classement de la combativité. Tant qu'il n'y aura pas un classement pour baroudeur, je pense qu'on peut faire ce genre de choses sur les étapes de plat. Parce que là, certains vont se dire « Oh, bah, il n'y a encore eu pas de spectacle ». En même temps, il y avait une carotte pour les baroudeurs. 3 points à récupérer au classement de la montagne, ce qui est que dalle, et un sprint intermédiaire. Bah voilà. Hein. Tant qu'il n'y aura pas un classement annexe qui pourrait être récupéré par un baroudeur ou un classement pour les baroudeurs comme ce qu'on a sur le Tour d'Italie, on n'aura pas d'échappée sur les étapes de plat comme celle-là. Hein. On n'aura pas d'échappée. Donc on n'aura pas de spectacle. Tant qu'ASO ne le comprendra pas, là aussi c'est quand même extraordinaire, bah, ça sera comme ça. Il n'y aura pas de spectacle. Le cyclisme, ça fait quand même depuis une dizaine d'années, où dans le cyclisme moderne, l'objectif n'est plus de montrer le maillot. Les sponsors n'ont aucun intérêt à montrer le maillot. L'objectif, c'est d'avoir des résultats. C'est pas en prenant une échappée publicitaire que tu auras des résultats. La vérité, elle est là. Et comme il n'y a pas de classement annexe pour les baroudeurs, il n'y a pas de miracle au bout d'un moment. Hein. Donc ça serait bien que du côté d'ASO, on commence à se le mettre dans la tête. Que si on veut du spectacle sur les étapes de plat qui sont filmées en intégralité, parce que là je pense aujourd'hui en termes d'audience, l'étape n'a pas dû faire énormément, faut peut-être se le mettre dans la tête au bout d'un moment. Hein. C'est quand même terrible. Donc ensuite on a eu l'échappée de Fabien Grelier, qui a fait une échappée de 30-40 minutes. Après, une fois qu'il est repris, il n'a pas non plus forcé son talent, mais bon, il a pris une petite minute. Mais en gros, tant qu'il y aura des situations comme ça, les coureurs ne partiront pas en échappée. Les coureurs ne partent pas en échappée si la probabilité de victoire est de 0. On n'est pas en 2005.
On est en 2024. Ça serait bien d'évoluer du côté d'ASO. Et puis après, donc le sprint à l'arrivée, une chute de Casper Pedersen, puis Armirail qui a une crevaison, Van Der Poel qui crève également. Ça c'était à 7-8 km de l'arrivée, et puis ensuite une grosse chute à 2 km. Pas mal de coureurs impliqués dans cette chute, hein. Philipsen, je crois qu'il y a Kurt Nielsen aussi qui est tombé. Parce qu'il y a Uno X qui est passé de l'autre côté du trottoir. Enfin voilà, il y a eu à cause d'un coureur de la Cofidis, Alexis Renard, qui a eu un problème mécanique. Et donc qui a entraîné notamment Jake Stewart et autres dans sa chute. Il y a eu une belle engueulade entre Jake Stewart et Alexis Renard, parce que Jake Stewart devait lui reprocher la chute. Moi, si j'étais à la place de Jake Stewart, je m'ignorais peut-être d'un ton. S'il commence à se faire une petite réputation dans le peloton de Jake Stewart, au niveau de sa manière d'appréhender certains sprints, notamment. Et voilà. Dans les mecs qui sont dans l'œil du viseur de certains coureurs sur les sprints, Jake Stewart en fait partie. Voilà. Vous savez, les chiens fous un petit peu des sprints, je crois qu'il en fait un petit peu partie, Jake Stewart. Et puis derrière, donc le final, sprint remporté par Girmay sur un sprint assez décousu quand même. Mais on reviendra là-dessus quand on parlera de la décathlon, quand on parlera de Girmay sur la suite de ce sprint. Je voulais noter également la règle des 5 km. Cette règle des 5 km aujourd'hui, parce que donc, le final, c'était pas les 3 derniers kilomètres sur cette étape. Au final, ça a eu assez peu d'impact parce qu'on a quand même une chute en réalité. Hein. On a quand même une chute dans le final, donc ça a eu assez peu d'impact. Cette règle des 5 km, à part, encore une fois, décaler le problème. Je trouve qu'il y avait beaucoup de tension à partir de 10 km de l'arrivée. Bon, ça n'a pas changé grand-chose au final, hein, de dépasser de 5 à 3 km, vu qu'en plus la chute s'est déroulée dans les 3 derniers kilomètres. Donc ça n'a même pas évité d'avoir 3 derniers kilomètres peut-être un peu moins dangereux, vu que la chute s'est déroulée dans les 3 derniers kilomètres. On passe au sondage. 2 questions que je vous avais posées. La première, pour vous, qui va gagner cette 3e étape? Jasper Philipsen est à 56%, Dylan Groenewegen à 3%. Vous n'avez pas convaincu avec Dylan Groenewegen. Mats Pedersen à 12, Alexander Kristoff à 0, qu'on n'a pas vu dans le sprint. Et un autre coureur, 29%. Et puis, donc c'est un autre coureur qui s'est imposé. Et puis un Français va-t-il gagner l'étape de demain? Oui à 16%, non à 84% pour ce 2e sondage. Note de l'étape, 4 sur 20. Et encore, je suis gentil. Mais parce que j'ai regardé que les 45 derniers kilomètres et le départ. Voilà, encore une fois, hein, ASO, tant qu'ils ne mettront pas des classements annexes, pour moi, tant qu'ils ne mettront pas des carottes pour les baroudeurs, il n'y aura pas d'échappée de 50 coureurs. Il y a un moment donné, le cyclisme moderne avec les oreillettes fait qu'on sait très bien que sur les étapes de plat, on ne peut pas battre le peloton, sauf en 3e semaine. Donc, une étape de plat, première semaine où tu as 3 points de la montagne à aller récupérer et un sprint intermédiaire, surtout avant, en plus, une énorme étape de montagne qui sera l'étape numéro 4, faut pas s'attendre à des merveilles, personne ne va partir en échappée. Hein. Le cyclisme actuellement en 2024 est beaucoup plus calculateur que le cyclisme d'il y a 20 ans. On pouvait être un peu plus foufou. Donc ASO ne l'a toujours pas compris. Mais ça va être pareil pour l'étape de Mâcon. Hein. Je ne m'attends pas à ce qu'on ait 50 courants en échappée sur l'étape de Mâcon. Hein. Je m'attends déjà difficilement à ce qu'on ait 2-3. Parce qu'il y aura un point à chercher au classement de la montagne et pas grand-chose au niveau du maillot vert. Et bon, ASO ne comprend pas. Il va falloir encore combien d'étapes comme ça pour qu'il y ait un moment, les mecs les spectateurs arrêtent de regarder les étapes de sprint. Je pense pas tant que ça. Donc ça serait bien de réagir du côté d'ASO. Si on veut proposer du spectacle un petit peu tous les jours, ça serait bien de réfléchir à ce genre de choses. Alors bien entendu,
je vais regretter qu'il n'y a pas des coureurs qui sont partis en échappée. Je dis toujours qu'à la fin du Tour de France, on va avoir au moins une cinquantaine de coureurs dont on ne se souviendra pas des noms. Mais je comprends aussi les équipes qui ont des enjeux financiers qui sont hyper importants. Et juste faire un échappé publicitaire en première semaine, ça ne suffit pas. Le problème, c'est ASO qui ne comprend toujours pas dans sa manière de concevoir les étapes, dans sa manière de concevoir les classements, que un point pour un classement de la montagne, c'est juste pas possible aujourd'hui. Voilà. Et en plus, comme il n'y a que le premier qui reçoit un point, et qui reçoit donc de l'argent, ça donne absolument aucune envie à un deuxième coureur, à un troisième coureur de rejoindre Fabien Grelier. Parce qu'il sait qu'il n'y a que Fabien Grelier qui va gagner de l'argent aujourd'hui. Lui, il ne gagnera rien. Donc voilà, mais ASO ne l'a toujours pas compris. On regarde tout de suite le bilan des Bleus. Le bilan des Bleus, je rappelle, soit les Français, soit les coureurs étrangers dans des équipes françaises. On commence avec la Total Energy. C'est un résultat correct aujourd'hui du côté de la Total Energy. Bon, Fabien Grelier a voulu animer la course, il faut le signaler. Voilà, quand un coureur décide de faire un effort sur une étape comme ça, qui n'était pas pourvoyeuse de grand chose en plus, au niveau carotte, il a fait les efforts, il a respecté la course du côté de la Total Energy, donc ça il faut le saluer. Donc déjà c'est pour ça que je voulais parler de Fabien Grelier, parce que bon, c'est un coureur. De temps en temps, je me moque de lui en disant qu'il part en échappée. Mais ouais, sur ce genre d'étape-là, il n'y a pas grand monde qui a envie de le faire. Demain, il va peut-être avoir mal aux jambes. Fabien Grelier, vous allez me dire, oui, il est parti en échappée pendant 30-40 bornes. Oui, mais bon, au moins, il a fait les efforts. Et puis, il a été au bout de son action. Ce qui n'a pas été le cas de la Uno X. Au moins, il a été au bout de son action du côté de la Total Energy. Et puis derrière, vous avez Anthony Turgis qui fait 12e. Ce qui est un résultat qui est tout à fait correct. Anthony Turgis, certes, il a une pointe de vitesse, mais c'est pas un sprinter. Donc il prend la 12e place, il a su profiter bien de la chute. Donc ça, c'est un résultat qui est intéressant pour cette équipe. Qui fait un début de Tour de France. Jordan Jegat hier qui fait dans le top 10. 12e pour Anthony Turgis. Bon, la première étape était un peu plus compliquée pour eux. Steph Kras a perdu un petit peu de temps, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Un peu comme l'année dernière. C'est vrai que quand on regarde bien, c'est le Tour de France qui avait un peu permis de faire un éclairci sur leur saison. Là, c'est un petit peu la même chose. Donc c'est plutôt pas mal du côté de la Total Energy. On verra maintenant sur la suite. Comment ça se passera du côté de cette formation. Résultat correct, plus-moins du côté de la Décathlon avec Sam Bennett qui fait top 10 aujourd'hui. Il aura des regrets, Sam Bennett, ils ont mal joué le coup dans le final. Donc je vais vous faire un petit récapitulatif du final. Vous aviez donc Intermarché, les équipiers du côté d'Intermarché, notamment Garben Tyson, qui étaient bien placés, mais qui n'avaient pas Guermeil dans leur roue. Ensuite, on avait un équipier, c'était Stuyven, du côté de la Lidl Trek, qui avait Mats Pedersen dans sa roue. Sauf que c'était trop loin de l'arrivée. On était à plus de 500 mètres de l'arrivée. Donc, Nason décide à ce moment-là, à 600 mètres, de remonter l'équipier de la Lidl Trek pour essayer de replacer un petit peu Sam Bennett. Je pense qu'il a eu peur en fait que Sam Bennett se fasse légèrement enfermer, sauf qu'il fait son effort bien trop tôt, entre 500 et 350 mètres de l'arrivée, ce qui fait que Sam Bennett ne peut absolument pas sprinter à ce moment-là. Il est obligé d'attendre, sauf que quand il attend, les autres démarrent leur sprint et il se fait complètement enfermer à ce moment-là. C'est dommage parce que pour moi, si Nason ne fait pas l'erreur de remonter le coureur de la Lidl Trek, mais qu'il attend, en fait, il aurait fallu qu'il n'y ait que Nason qui remonte le coureur de la Lidl Trek. Il aurait fallu qu'il n'y ait que ça. Je pense qu'ils ont eu peur de se faire enfermer, alors que à la fin, c'est ce qui leur est arrivé en faisant cette stratégie-là. Donc c'est dommage. Je pense que aujourd'hui, ça coûte cher à Bennett. C'est cette erreur de Nason qui lance ce sprint beaucoup trop tôt. Forcément, Bennett, même s'il est fort, il ne pouvait pas faire un sprint de 300 mètres aujourd'hui ou de 350 mètres. C'était un peu trop. Donc, il aurait fallu mieux gérer du côté de l'équipe
Décathlon, et puis la chute de Bruno Armirail également, hein, du côté de Décathlon, qui est tombé lourdement sur les fesses. Bon, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis, il n'a pas mis vraiment le poignet, il est vraiment tombé sur les fesses avec une crevaison, mais dommage, voilà, du côté de la Décathlon, cette erreur au niveau du placement qui leur coûte cher. Peut-être aussi que s'il y avait eu Bruno Armirail, la situation aurait été différente parce qu'il y aurait peut-être eu un peu plus de monde. Il n'y aurait peut-être pas eu que Nason autour de Sam Bennett, mais là, Nason, il n'a pas fait le travail dans le bon timing. Parfois, il fait ce genre d'erreur, Nason. Hein. C'est pas le meilleur poisson pilote. Et on sait que Bennett, il aime avoir des poissons pilotes de qualité. C'est vrai qu'avec Van Poppel, ça se passait bien. Notamment, ça s'est bien passé sur les 4 jours de Dunkerque aussi. Mais souvent, il a eu Pierre Gotterat et pas toujours Nason comme poisson pilote, même si sur les 4 jours de Dunkerque, il y avait Nason, mais il y avait aussi Gotterat qui était avant. Là, je pense qu'il y a eu vraiment une erreur de timing. C'est dommage parce qu'avec un meilleur timing, il peut peut-être prendre un top 5 aujourd'hui, hein, Sam Bennett, ce qui aurait été un résultat très intéressant. Et puis du côté de la Cofidis, oui, dommage pour Brian Cocard hein, aujourd'hui, mais il peut pas faire grand chose en étant seul. Brian Cocard, c'est vraiment un sprinter qui seul. Alors je sais bien qu'à une époque, il y avait des mecs qui disaient il sait se faufiler seul, il sait. Mais oui, dans les étapes où c'est difficile, où il n'y a pas 40 sprinters avec lui, quand il y a des gros sprinters et qu'on est sur des sprints vraiment sur le plat, non, il lui faut un train. Brian Cocard, et là c'est ce qui a manqué à cause de la chute d'Alexis Renard qui est tombé quand même fortement, qui a eu ce problème mécanique. Et du côté de la Cofidis, ça a complètement désorganisé le train qui était plutôt pas trop mal. À ce moment-là, on était à 2 km et demi, il y avait 2 coureurs encore au moins devant Brian Cocard. Donc c'était pas si mal que ça pour Brian. Mais vraiment, ensuite, ça a complètement désorganisé autour de lui. Puis forcément, à la fin, ça coûte cher. Du côté de Brian Cocard, il prend quand même la 10e place. Donc il sauve un petit peu la mise. Mais c'est vrai que je pense qu'il n'était pas venu aujourd'hui seulement pour une 10e place. Bon, faudra maintenant attendre mercredi, jeudi, pour avoir de nouveaux sprints. Et puis peut-être samedi pour Brian Cocard, parce qu'avec un final en fou plat montant, c'est un sprint qui peut lui convenir. Il pourrait y avoir un match avec Pedersen sur cette étape-là. Ça pourrait être voir face à Axel Laurence aussi. Ce Philipsen, il faudra voir s'il passe correctement cette journée. Ça pourrait être très intéressant. En flop, démarre. Toujours pas en place. Toujours pas en place, même avant la chute. C'est-à-dire que avant la chute, déjà, c'est le bordel du côté de chez Arkea. Je commence à regarder vraiment à 6 km de l'arrivée. Et ils arrivent déjà, ils ont beaucoup de mal déjà à sortir de la boule du peloton, c'est-à-dire à trouver un espace pour réussir à passer. Scarry notamment à faire décathlon, eux ils n'arrivent pas à le faire. Et puis je trouve que c'est toujours le bazar, c'est-à-dire qu'à 3 bandes de l'arrivée, il y a déjà plus que 2 coureurs devant lui, et il est très exposé au vent à ce moment-là, Démarre. Donc même s'il n'y avait pas eu la chute, pour moi, de toute manière, Démarre, il faisait pas un bon sprint aujourd'hui. C'est un sprinter qui a besoin d'être emmené. Arnaud Démarre, c'est vraiment un sprinter de train. Il a besoin d'avoir un train fort. Si son train n'est pas fort, il ne peut pas être performant. Ça a toujours été comme ça pour Arnaud Démarre. D'autres sprinters arrivent à se débrouiller seuls. Je pense à un Caleb Ewan qui est arrivé à se débrouiller avec un seul mec. Lui, il a besoin d'un train comme Cavendish, par exemple, aussi. Alors que Kittel pouvait des fois sprinter sans train quand il était très fort. Arnaud Delis arrive des fois à se débrouiller également sans train. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, on a vu peu de coureurs de la Lotto. Mais Démarre, il a besoin d'avoir un train. Et là, c'est le bordel. Et depuis le début de saison, c'est pas organisé. Hein. C'est vraiment surprenant parce que dans l'équipe, il y a Sébastien Hinault qui a été un bon sprinter. Vous avez Arnaud Démarre qui sait normalement faire les trains. Il y a quand même énormément de bons coureurs, mais quand tu regardes au départ, il n'y a pas Callum Scott seul, par exemple, qui est chez Arkea, il n'est pas là. Et il y a. Alors tu mets Mozzato, mais même Albanese par exemple n'est pas là. Par exemple, du côté d'Arkea. Alors que c'est un coureur qui a été
qui a été recruté un petit peu dans ce travail-là. Et ouais, pour l'instant, ça se met pas en place. Là, avec Mozzato et Maclay, c'est pas en place du tout. Alors c'est dommage parce que vous avez Vauquelin qui a fait un gros boulot à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée pour le placer, pour qu'il soit bien positionné. Mais dans les instants clés, dans les 5 derniers kilomètres, c'est pas en place. Donc tant que c'est pas en place, ça peut pas être efficace. C'est bien dommage du côté d'Arnaud Démare. On passe tout de suite aux coureurs au top. Attaque de Marlou. Du côté des coureurs au top, eh bien, je commence avec le vainqueur du jour, Binyam Girmay. C'est beau parce que Binyam Girmay, c'est l'évolution du cyclisme mondial. C'est vrai que l'UCI, je critique souvent l'UCI, mais l'UCI fait aussi des choses bien. Et notamment avec ce travail pour aider les petites nations. Peu de fédérations font ça. Je dirais qu'il y a le biathlon qui arrive à faire ça, à aider quand même pas mal les petites nations. Et c'est vrai que l'UCI le fait, notamment avec les nations africaines. Mais je pense même du côté de la Serbie aussi, le coureur de la Bahreïn serbe, le champion de Serbie, j'ai oublié son nom, qui est passé également par l'équipe cycliste de l'UCI. Et ça permet véritablement de faire progresser ces jeunes coureurs qui n'ont pas forcément les moyens en interne dans leur nation de se développer, mais qui peuvent, grâce au travail de l'UCI, arriver au haut niveau. Et c'est en ayant des coureurs au haut niveau qu'ils vont pouvoir ramener la méthodologie, tout ce qu'ils ont appris, pour le ramener dans leur pays et créer des nouvelles générations de coureurs. C'est ça l'objectif. L'Érythrée, le travail qui a été fait autour de Binyam Girmay ou même autour de mecs comme Behram, par exemple, à l'époque chez Europcar, c'est des mecs qui ramènent ensuite ce qu'ils ont appris dans leur pays pour mettre en place des structures, pour améliorer le travail de la fédération. Et ensuite, derrière, eh bien, vous pouvez progresser énormément. C'est ce qui s'est passé en Colombie. Les premiers coureurs colombiens qui sont arrivés en Europe, notamment en Espagne, ont appris des choses en Espagne. Ils ont été le ramener en Colombie. Ça a mis du temps en Colombie d'avoir véritablement des générations qui soient performantes dans le temps. Parce que moi, j'ai connu, par exemple, le trou de génération en Colombie au milieu des années 2000. Où par exemple la période Juan Mauricio Soler, pour ceux qui se souviennent, où avant Quintana, entre Botero et Quintana, il y a un trou en Colombie. Et il y a vraiment avant la génération Quintana, Betancourt, aussi de cette génération-là, Gaviria aussi, donc un petit peu plus jeune, il y a eu un trou. Mais derrière, on a construit des générations qui étaient solides grâce au travail qu'on avait fait 30 ans avant, qui était le travail là de manière privée. Mais c'est vrai que le travail qui est effectué par l'Union cycliste internationale, ça permet de développer le cyclisme en Afrique. Et aujourd'hui, le cyclisme en Afrique se développe bien, il y a des moyens. Alors, il ne faut pas oublier non plus que Binyam Girmay n'est pas le premier coureur africain à remporter une étape. Il ne faut pas oublier Robert Hunter également, mais c'est le premier coureur noir africain à remporter une étape, et surtout d'une nation comme l'Érythrée qui va être très heureuse. Alors oui, l'Érythrée, on va pas revenir sur ce pays, c'est une junte militaire qui est à la tête de ce pays, mais qui a décidé d'utiliser le sport, comme le font d'autres dictatures, pour se développer. Au départ, ils faisaient un peu d'athlétisme. C'était compliqué l'athlétisme pour l'Érythrée parce que t'as l'Éthiopie, le Kenya, même l'Ouganda dans cette région, donc c'est quand même compliqué dans cette région au niveau du demi-fond en Afrique, c'est quand même compliqué. Et le cyclisme, quand ils ont commencé à se mettre au cyclisme, il n'y avait personne, à part l'Afrique du Sud. Mais même l'Afrique du Sud, c'était pas une grosse nation mondiale de cyclisme. Et il faut dire aussi qu'autour de Girmay, il y a eu des projets, notamment je pense au projet NTN QBK, l'équipe africaine
qui a résisté pendant 10 ans, qui est devenu Dimension Data. Mais au départ, c'était une équipe qui voulait également aider le cyclisme africain. Et puis Guilhermet, oui, l'Érythrée, qui a mis des moyens, pour créer des générations, pour développer au départ le cyclisme en Afrique. Et comme ils ont été bons en Afrique, ils ont réussi à aller en Europe. Mais voilà, Guilhermet, c'est quand même un bon coureur. C'est un coureur qui n'est pas hyper régulier. Et puis, ça fait du bien parce que Guilhermet, l'année dernière, son Tour de France avait été tellement compliqué. Parce qu'en fait, à part l'étape de Bordeaux, l'année dernière, ça avait été dur hein, pour Guilhermet, que de le voir performer alors que son début de saison n'était pas forcément formidable. Du côté du coureur, enfin sur vraiment le tout début de saison, il y avait eu cette disqualification en Tirreno, mais où il avait déjà fait un gros sprint. Ça fait du bien quoi, du côté de Guilhermet. Intermarché qui a enfin un timing de sprint potable aussi, parce qu'il faut qu'on en parle. Il y avait du monde dans le dernier kilomètre pour Intermarché. Normalement, ils sont toujours trop en avance. C'est quand même, avec Israël, c'est les équipes qui ont le moins bon timing au niveau des sprints. Et là, c'était en place, quoi. Donc ce qui est intéressant, c'est de se dire que Guilhermet, il va peut-être pouvoir en remporter d'autres. Et moi, je pensais que ça serait plutôt Gerben Tyson qui ferait les sprints sur le plat et qui se répartirait un petit peu les tâches. Eh bien non, aujourd'hui c'est Guilhermet qui a fait le sprint. Et très beau sprint hein, de Guilhermet dans le final. Très puissant. C'est un coureur qui est très puissant, Guilhermet. Hein. Et là... très très beau sprint. Et puis forcément pour Guilhermet et pour l'Érythrée, c'est un joueur important encore parce qu'il s'impose encore en Italie. Il faut savoir que l'Italie a colonisé l'Érythrée. Donc c'est comme s'il y avait, imaginons un coureur algérien qui gagnait sur le Tour de France, qui gagnait en France. Il y aurait quand même ce côté, il y a eu la colonisation, voilà, c'est la même chose du côté de l'Érythrée. Ou un coureur... d'Angola qui gagnerait au Portugal aussi, il y aurait ce même phénomène là. Et là c'est vrai que du côté de Guilhermet, voilà, c'est aussi une célébration pour l'Érythrée d'aller gagner sur les terres du colonisateur de l'autre côté. Mais belle victoire du côté de Binyam Guilhermet. J'espère que ça va créer des vocations du côté du cyclisme africain. Parce que oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que les jeunes ont besoin de s'identifier à des coureurs. Et quand dans un peloton, il n'y a pas un coureur noir, comme j'ai connu à une époque, où il n'y avait pas un coureur noir dans un peloton, le premier coureur, il faut le dire, de couleur dans un peloton du Tour de France, c'était du côté d'Europecar, c'était Johan Gen, je crois qu'il était le premier, qui est maintenant qui a pris sa retraite. Je crois que c'est Johan Gen qui était le premier coureur antillais et le premier coureur de couleur à être vraiment dans un peloton professionnel. Oui, c'est sûr que c'est difficile pour un coureur, même pour un coureur, enfin pour un mec de couleur en France, c'était difficile dans les années 90 de se dire moi je vais me lancer dans le cyclisme parce que c'était un sport qui t'intéressait pas, parce que t'avais pas forcément, tu reconnaissais pas dans les mecs qui participaient à ce sport-là. T'avais pas d'attache parce que voilà, comme je le disais, pourquoi aujourd'hui on arrive à avoir des générations du côté du foot féminin? Peut-être parce qu'il y a eu une Marinette Pichon à un moment, et qu'il y a des filles qui ont vu Marinette Pichon jouer et qui se sont dit mais je vais faire la même chose. Et c'est pour ça que c'est important aussi du côté des pays africains d'avoir des talents qui s'expriment et qui s'expriment au haut niveau. C'est que moi je me dis il y a un mec derrière sa télé, alors je sais pas si c'est diffusé à la télé en Érythrée ou je sais pas moi au Sénégal ou au Mali, qui se dit le mec il l'a fait, moi je suis capable de le faire aussi. C'est là où c'est très important, et c'est là où cette victoire de Binyam Guilhermet, elle va avoir un retentissement. Et encore plus, c'est vrai que la situation a fait qu'en plus il gagne le lendemain de la victoire du RN aux élections législatives. Donc c'est vrai que c'est cocasse de ce côté-là, et dans le pays de Giorgia Meloni.
C'est vrai qu'il y a un côté quand même qui est très cocasse dans cette victoire aussi de Binyam Girmay. Deuxième, Gaviria. Je vous avais dit que ça m'avait énervé la dernière étape du Giro. Le dernier sprint, là. J'avais dit, putain, le timing de Gaviria, catastrophique, il lance son sprint beaucoup trop tôt. Ça m'avait énervé ce jour-là, parce que je m'étais dit, il fait 4 alors qu'il fait tout mal. Donc s'il avait tout bien fait, ça faisait bon résultat. Et bah là, aujourd'hui, alors c'est dommage, il est un peu seul, comme Brian Coquard. Mais il fait tout dans le bon timing et surtout il était bien placé, il était dans les bonnes roues, il était dans la roue de, pas dans la roue de Bennett, il était dans la roue, il était au niveau d'Arnaud Delis je crois, Gaviria, et il fait tout correctement dans le final. Bon voilà, il lui en manque un peu face à Girmay, mais Girmay a fait quand même un sprint très très costaud et quand il lance son sprint au bon timing, Gaviria, il est capable de faire des bons résultats. Ça, il nous l'a déjà montré l'année dernière, mais faut pas qu'il tente de faire des sprints de 350 mètres, 400 mètres, ça n'a aucun intérêt. Il y a très peu de sprinteurs qui arrivaient à faire des sprints super longs. Christophe était presque un cas unique. Il y avait Tourousoft aussi et Boonen. Qui arrivait à faire des sprints longs. Mais là, il y a un moment, bon, Gaviria, il faut essayer de faire des sprints courts, quoi. C'est là où il est très fort, Gaviria. J'avais hésité à le mettre ce matin en grosse cote, Gaviria. Je me suis ravisé, parce que je me suis dit, Gaviria, dans les sprints comme ça, avec des longues lignes droites, c'est comme Molano, c'est des coureurs qui arrivent à se faufiler pas mal. Donc je m'étais dit, comme le fait d'être en tête va pas être un avantage sur un sprint comme ça, le fait de pouvoir se cacher un petit peu et de pouvoir remonter au dernier moment, ça peut être un avantage. Mais en même temps, comme il m'avait tellement énervé sur le Giro en lançant ses sprints comme du n'importe quoi sur l'UAE Tour depuis le début d'année, que je me suis ravisé en me disant, il va encore lancer son sprint à 400 mètres et je vais m'énerver. Eh bien non, il a fait son sprint correctement, il m'a fait mentir, ça je suis content du côté de Fernando Gaviria. J'espère que ça va lui redonner de la confiance pour la suite. Parce que c'est vrai que ça fait depuis quelques temps qu'il est quand même un petit peu en panne de résultats. Sur le Giro, où il a fait 6-7 en termes de résultats, mais c'est pas du niveau du Gaviria qu'on a connu à une époque chez Soudal Quick-Step. Enfin, à l'époque, c'était Quick-Step Floor, ça devait s'appeler. Et là où il était costaud. Il était costaud, donc ça fait plaisir d'en revoir Gaviria. Et puis pour Movistar, ça fait quand même un résultat. Au sprint pour une équipe qui n'est pas forcément spécialiste de la discipline. Je termine avec un dernier coureur top, c'est Carapaz. Bah, j'ai bien aimé aujourd'hui Carapaz. J'ai parlé de Grelier qui a respecté le Tour de France. Pour moi, Carapaz aussi aujourd'hui a respecté le Tour de France en disant « Je veux avoir le maillot jaune. Je veux porter le maillot jaune une fois dans ma vie. » Il a saisi l'opportunité. Alors, certes, la chute a aidé un petit peu, mais même... on avait bien compris que Pogačar, c'était pas forcément sa priorité. Bon, il y avait Remco Evenepoel, mais c'était Carapaz qui voulait plus. C'était Carapaz, il a mis quand même toute son équipe à son service. On aurait pu faire un sprint avec Vandenberg. Au final, Vandenberg, il a bossé, il a protégé Carapaz. Alors, il fait quand même son sprint dans le final, mais il était un petit peu fatigué. Moi, je trouve que du côté de Carapaz, cette énergie qu'il a mis aujourd'hui, ça montre qu'il respecte le cycliste. C'est pourtant un mec qui a gagné un Giro, hein. Carapaz. C'est un mec qui a gagné le Giro. Donc, il n'est pas obligé de faire ça. C'est un mec qui a remporté le maillot à pois aussi, hein, du Tour de France. S'il l'avait gagné, pour moi, Carapaz, le maillot à pois. Je ne sais plus, j'ai un doute là d'un coup. Avec Richard, Carapaz, je vais revérifier. Parce que j'ai un doute. Oui, non, c'était le maillot en 2022 sur le Tour d'Espagne. Il n'avait pas dû le gagner sur le Tour de France. Je ne sais pas s'il n'avait pas fini deuxième. C'était le coup où il avait laissé la victoire. Et oui, je crois qu'il n'avait pas remporté le maillot à pois. Allez, je viens de m'en rappeler. Du côté de Richard Carapaz. Mais la manière dont il s'est décarcassé aujourd'hui sur cette étape pour se donner, pour récupérer ce maillot jaune qu'il portera peut-être qu'un jour, parce que peut-être que demain Pogačar va faire un numéro et qu'il va le perdre,
Je trouve ça beau et je trouve que son équipe s'est vraiment battue aujourd'hui. C'est pas fait que des amis, mais pour aller chercher ce maillot jaune. Voilà, et là aujourd'hui il s'est vraiment battu, il n'a pas compté ses coups de pédale et je trouve qu'il a vraiment respecté la course. Donc chapeau Monsieur Carapaz. Et puis ça rappelle également que c'est le premier équatorien à remporter un maillot jaune. Beaucoup de premières, hein. C'est aussi la première victoire d'Intermarché sur le Tour de France. Beaucoup de premières aujourd'hui, beaucoup de premières depuis le début du Tour de France, hein. Première victoire également de Arkea BNB Hotel. Hier, Romain Bardet, premier jour en jaune. Mais ouais, il s'est bien battu. Et c'est vrai que c'est un coureur qui sait aussi que, allez, peut-être dans 2 ou 3 ans, il arrêtera sa carrière. Il pourra dire, j'ai été champion olympique, j'ai remporté le Tour d'Italie, j'ai eu le maillot jaune du Tour de France. Il pourra dire ces 3 choses-là. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Les bonnets d'âne du jour. Je commence avec Pedersen, 4e. Encore un sprint lancé de trop loin pour Pedersen. Alors oui, il n'était pas aidé parce que du côté de la Lidl Trek, ça manquait de main d'œuvre dans le final. Très clairement, c'est vrai qu'on a roulé fort à un moment pour être bien placé et à 3 km de l'arrivée, on s'est retrouvé à avoir seulement 2 coureurs devant Pedersen. Là, je me suis dit, ça va être compliqué. Mais quand tu es dans cette situation-là, il faut t'adapter. Il faut t'adapter et peut-être qu'au lieu de vouloir forcément rester aux avant-postes à tout prix, il aurait fallu se mettre un petit peu derrière. Et puis surtout, là, le sprint dans le final, il le lance beaucoup trop tôt. Et c'est pas la première fois qu'il fait ça. Pedersen, alors oui, lui, il est capable de faire des sprints longs, mais il faut quand même pas déconner non plus. Là, il doit faire un sprint 310, 320 mètres. C'est, voilà, 250 c'était faisable, 275 c'était faisable. Là, il y a 50, 60 mètres de trop du côté de Pedersen. Et on le voit sur la fin, il s'écroule. Hein. Parce que je dis toujours, le sprint, c'est un peu comme un 100 mètres en athlétisme. Hein. Vous avez la phase de poussée, la phase de prise de vitesse. Vous avez ensuite le pic de vitesse. Et l'objectif, c'est de garder le pic de vitesse le plus longtemps possible jusqu'à la fin de ce sprint. Voilà, il y a une première phase où on emmagasine de la vitesse. Il y a une deuxième phase de stabilisation où on a le pic. Et il faut stabiliser ce pic le plus longtemps possible. C'est ça la difficulté de cette dernière partie de sprint, de cette dernière partie de course. Et c'est là où, du côté de Pedersen, le fait d'avoir lancé trop tôt, on voit bien que sur les 60 derniers mètres, il est plus capable de tenir, tout simplement parce qu'il est à fond, il est à bloc, il toxine, il y a les cuisses qui brûlent. Et quand il y a les cuisses qui brûlent, à bout d'un moment, même si vous le pédalez, au bout d'un moment, vous n'arrivez plus à pédaler, surtout plus à pédaler à la même cadence. C'est ça le problème qui s'est déroulé du côté de Pedersen. Donc du côté de Lidl Trek, il va falloir déjà se régler ce problème de main d'œuvre dans le final, parce qu'à 2 coureurs seulement, ça va être léger. Et puis surtout, du côté de Pedersen, arrêter de faire des sprints en lançant trop tôt, parce qu'il commence à en faire pas mal. Hein. Ces derniers temps, Pedersen a lancé un petit peu trop tôt. C'est un coureur qui est en confiance parce qu'il a gagné pas mal de sprints, mais sur certaines courses, déjà, il n'y avait pas forcément de grosse densité. Et là, on est au niveau World Tour, on est sur le Tour de France, on ne peut pas faire d'erreur. On ne peut pas se permettre de faire une erreur. Donc il faut vraiment que tout soit calé parfaitement, que tout le timing soit bon. Regardez du côté d'Intermarché, le timing était beaucoup mieux réglé que les années précédentes, ou sur les courses précédentes World Tour, où souvent il lançait trop tôt. Là, c'était bien en place. Du côté de la Lidl, il faut réussir à faire ça également, parfaitement. Forcément Alpecin dans les bonnets d'âne. La crevaison de Van Der Poel a un peu changé la course. Hein. Ça a changé la course du côté de Alpecin parce qu'il crève au mauvais moment. Et forcément, Van Der Poel, c'est quand même un élément important du train Alpecin. C'est le poisson pilote aujourd'hui. Donc c'est le mec qui arrive à replacer Philipsen. Et là, de toute manière, déjà pour Philipsen, il aurait manqué ce mec-là. Et en plus, il est tombé, Philipsen. Ça, c'est pas la bonne nouvelle du jour. Parce qu'il semblerait qu'il soit quand même tombé à haute vitesse. Alors, on n'a pas trop d'images. J'ai juste oublié de vous dire, Casper Pedersen va abandonner. Il s'est bien fait la clavicule.
Mais du côté de Jasper Philipsen, on ne sait pas trop où il en est physiquement avec cette chute. C'est quand même une chute à haute vitesse, donc il faut vraiment faire attention. Enfin, vraiment attention. Et surtout du côté de Jasper Philipsen, j'espère que ça ne va pas avoir des conséquences pour mercredi. Parce que c'est vrai que mercredi, il y a un gros sprint, jeudi aussi. Ça serait dommageable de prendre du retard au niveau du classement du maillot vert. Ça serait dommageable. Donc du côté de Philipsen, et ça serait bien du côté de Jasper, de ne pas être en difficulté. Parce que surtout, le gros problème d'Alpecin, c'est qu'ils n'ont pas de solution bis. Véritablement. En fait, avec la manière de faire, la manière qu'ils ont eu de préparer la course, c'est qu'ils ont un leader, des équipiers. Alors il y a Axel Laurence, mais Axel Laurence dans un sprint face à Pedersen, face à Démare, face à Gaviria, face à tous les meilleurs sprinteurs du monde quasiment, est-ce qu'il est en capacité de rivaliser? J'ai peur que ça soit un peu tendre. En dehors, Van Der Poel fait plus les sprints. Après, oui, tu as des coureurs avec une bonne pointe de vitesse, mais est-ce qu'ils auront la capacité de frotter? C'est autre chose. Axel Zingler a une bonne pointe de vitesse, mais il n'aime pas frotter, par exemple. Turgis a une bonne pointe de vitesse, mais il n'aime pas trop frotter non plus. Un sprinter, il suffit pas d'avoir une bonne pointe de vitesse. Encore une fois, il faut que tout soit en place. Et donc j'espère qu'il y aura pas trop, enfin voilà, que ça sera pas un problème pour Philipsen parce que ils n'ont pas vraiment de solution de repli, ils n'ont pas vraiment de solution de bis dans cette équipe, donc ça serait dommageable. Je termine avec la Visma, l'Isobike. Pourquoi je finis avec la Visma l'Isobike? Je trouve que le traînement de Van Aert, c'est quand même assez terrible dans cette équipe. Aujourd'hui, pas de sprint pour Van Aert. Pas parce qu'il est tombé, non. Parce qu'en fait, il protégeait Vingegaard. Quand vous regardez dans le final, enfin dans le classement de cette étape, Wout van Aert, il finit avec ses leaders. Wout van Aert, il finit avec Jorgensen, avec Vingegaard, avec Bennett. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a... L'objectif n'était pas de faire le sprint du côté de Van Aert. Et ça, je trouve vraiment ça triste. C'est un coureur qui, je trouve, je trouve que son équipe n'a pas trop de respect envers lui. Je trouve. Je trouve que la Visma Leaseback, souvent, tu as quand même l'impression que la priorité, c'est pas Van Aert, la priorité, c'est Vingegaard. Alors, je sais bien qu'ils ont un objectif de gagner le Tour de France, mais déjà, ce côté, on compte n'importe quel coup de pédale et on est d'un pragmatisme. Enfin voilà, c'est même plus calculateur à ce niveau-là, du côté de la Visma Leaseback. Ça a tendance à m'emmerder un peu sur certaines étapes. On se souvient l'année dernière des Champs-Élysées, notamment avec Nathan Van Hooydonk. Et du côté de Van Aert, c'est quand même un mec qui fait partie des excellents coureurs du peloton. Et le problème, c'est que pourquoi on le considère peut-être en dessous des ogres, Van Aert, parce que déjà sur les classiques, il n'a pas toujours la meilleure équipe. Mais surtout, souvent sur les classiques, il lui arrive des merdes quand même. Mais c'est vrai que par rapport à Alpecin, je pense que son équipe est légèrement inférieure. Et surtout, souvent, contrairement à Van Der Poel ou Philipsen, qui sont leaders uniques quasiment dans leur formation, lui, il est obligé de faire avec Vingegaard, il est obligé de faire avec Sepp Kuss, avec Jan Uijtdebroek. Il y a toujours des grimpeurs en fait pour lui barrer la route. Et c'est vrai que je me dis que Van Aert, il a un contrat jusqu'en 2026. Je ne sais pas si ça a été le bon choix d'avoir un contrat comme ça à longue durée. Parce que Van Aert, donc, à la fin de son contrat à 2026, il aura plus de 30 ans. Et en termes de palmarès,
il aura fait des bonnes choses, mais il lui manquera peut-être un Paris-Roubaix, il lui manquera peut-être même une participation à un Giro et une Vuelta, parce que c'est vrai que c'est aussi la particularité de Van Aert. Jusqu'à maintenant, il n'a pas fait ses... Alors, il va faire sa première Vuelta normalement au mois d'août, mais c'est quand même un coureur qui n'a que le Tour de France pour le moment jusqu'à son actif. Et je trouve que son équipe, des fois, lui manque un peu de respect. Là, par exemple, aujourd'hui, il fait pas le sprint. Bon, ça coûtait pas très cher. Tu lui mettais Laporte pour l'aider. À deux, normalement, il pouvait faire quelque chose de bien. Et même Van Aert, il sait se débrouiller seul du côté des sprints. Mais je trouve que voilà, ils ont tendance à un peu le sous-estimer. Quand je le vois sur le Tour de Grande-Bretagne où il fait le travail pour Olaf Koy, je me dis, bon, c'est quand même Van Aert, quoi. C'est pas Joe le rigolo. Ça, quand je le vois faire poisson pilote des fois, je trouve qu'il joue pas suffisamment sa carte, mais je pense qu'il joue pas suffisamment sa carte, peut-être aussi parce que c'est un coureur qui est peut-être un peu trop discret, mais aussi parce que sa formation, je trouve, l'utilise mal, assez souvent. Je trouve ça un peu triste. Voilà, parce que Wout van Aert, c'est vrai que quand tu regardes son palmarès, il est pas dégueu son palmarès, mais tu te dis, des fois, il est passé à côté, peut-être à cause de mauvais choix de sa formation. Ça, je trouve ça dommageable. Allez, on regarde tout de suite les différents classements. On regarde les différents résultats de cet état. Donc, la victoire de Binyam Girmay sur cette journée devant Gaviria, Dolly, Pedersen et Groenewegen. Premier français, Brian Cocard. Deuxième français, Anthony Schurgis, 10e et 12e. Donc du côté du classement général, un changement. Alors pas d'abandon encore aujourd'hui. Pedersen a bien fini l'étape à 9 minutes 26, puisqu'à un moment on avait un doute, il était quand même très sonné, mais il a réussi à repartir. Du côté du général, Carapaz donc, est passé en tête, avec les places qu'il a récupérées aujourd'hui par rapport à Pogacar et Evenepoel. Vingegaard est 4e. 5e, Romain Bardet, toujours à 6 secondes. Et puis donc Bilbao, qui est le premier coureur, à 21 secondes. Du côté du classement du maillot vert, Abrahamson toujours en tête, avec 10 points d'avance sur Binyam Girmay. Vauquelin à 60 points, Pedersen 59, Gaviria 41 points. Donc c'est quand même très serré, surtout comparé notamment au Tour d'Italie. Du côté du classement de la montagne, Abrahamson avec 24 points, il en a pris un aujourd'hui devant Madouas et Vandenbroek. Grelier en a pris un petit également. Et vous avez Sobrero également qui en a pris un. Du côté du classement du meilleur jeune, c'est toujours Evenepoel qui est en tête devant Rodriguez et Jorgensen. Et du côté du classement par équipe, pas de changement. Movistar devant UAE, Ineos et Red Bull Bora Hansgrohe. Nous, on se retrouve demain, 7h, pour la présentation de l'étape numéro 4. Débrief de cette même étape numéro 4, demain, 17h, 17h30. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rejoindre les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!